Merci à tous de vous être joints à nous pour cette table ronde sur le data, outil ou pilote du journaliste de demain. En fait, effectivement, le sujet de la data est désormais partout. On va le voir avec nos invités. Déjà, on peut saluer la qualité de notre panel avec Maximilien Moulin, qui est manager IT Data Architecture au sein de Wavestone. Bonjour Maximilien. Nous aurons avec nous aussi Olivier Simelière, qui est un ex-journaliste, mais aussi un ex-communicant, et aujourd'hui blogueur sur les sujets de communication, le blog du communicant 2.0. Nous serons aussi avec Erwan Alix, qui est data journaliste justement à Ouest France, et avec Guénolé Seller. Je suis pas mal là, je crois. Journaliste et délégué numérique à France 3 Pays de la Loire. Et Denis Vanier, qui est journaliste et chef de projet au sein de West Media Lab. On est bon. Donc, on va évoquer ces sujets de la place de la data dans les médias qui sont, on le sait, qu'ils soient print, radio ou télé, à la recherche de nouveaux business models, avec une multitude de solutions apportées aujourd'hui aux citoyens pour s'informer, avec une très grande compétition, et puis des business models qui doivent se réinventer. Alors, est-ce que le journaliste est-ce que la data est le meilleur ami du journaliste? Est-ce que la data et les solutions de data pourraient être amenées à remplacer tout simplement ce journaliste? Comment voir ce sujet-là? Peut-être déjà commencer avec Maximilien pour préciser ce qu'on entend par data. C'est quoi les sujets de data et quelles sont les évolutions autour du monde de la data? Ok. Donc la data, les données, on va dire ça. Je pourrais m'arrêter là, peut-être, non? Non, si on veut plus. Enfin, déjà, ça pète. C'est un peu tôt. Non, mais du coup, en fait, c'est donc data. Derrière data, on met beaucoup de choses. On va entendre parler de big data, on va entendre parler de data visualisation, on va entendre parler de business intelligence. Maintenant, on parle d'IA, intelligence artificielle. La source de tout ça, c'est les données qu'on génère. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Vous êtes peut-être venu, enfin moi je viens de la gare, donc du coup j'ai pris mon GPS pour venir ici. Et c'est une donnée, je génère une donnée qui est le trajet que j'utilise, que Google va stocker avec grand plaisir et s'approprier en plus. Si en arrivant je prends un selfie, c'est une photo, c'est une donnée également que je génère, une donnée non structurée en l'occurrence, je vais revenir sur ce point-là. Et puis, si je tweete sur le fait que je suis parmi vous et que je suis très content d'être là, c'est également une donnée, avec une faible valeur ajoutée, je vous l'accorde, mais c'est une donnée aussi. Et donc, toutes ces données-là, elles représentent une masse assez considérable. Aujourd'hui, on parle de 2,5 quintillions. J'ai appris ce terme-là en préparant, en me mettant un peu à niveau sur le nombre de données qu'on avait aujourd'hui. 2,5 quintillions, c'est 2,5 millions de téraoctets de données. C'est gigantesque, et ça double tous les 3 ans. Donc la masse de données dans le monde double tous les 3 ans. Donc c'est assez considérable, et donc les entreprises, depuis quelques années, sont beaucoup outillées pour gérer cette masse de données. C'est-à-dire que jusque dans les années 2000, on traitait plus de business intelligence au travers de la donnée, c'est-à-dire ce qui permet via des données de l'entreprise, de prendre des décisions facilement, donc au travers de tableaux de bord qui permettent de dire, voilà, l'entreprise est en bonne santé, pas en bonne santé, si elle se développe sur tel ou tel marché, elle sera de meilleure santé ou pas. Aujourd'hui, ce que cherchent à faire, en tout cas les entreprises, et on pourra parler du coup, moi je connais moins le monde du journalisme, mais c'est à vous de m'éclairer là-dessus, ce qu'elles cherchent à faire, c'est créer une nouvelle valeur au travers du croisement des données déjà. Donc c'est utiliser une grande variété de données, qu'elles soient structurées, c'est-à-dire des bases de données. L'INSEE par exemple donne la densité de population par région, voilà, c'est une base de données structurée. L'IGN en donne ou en vend? L'IGN en donne ou en vend, oui, sans doute en vend même, à juste titre. Et ensuite, je vais utiliser des données non structurées
qu'on ne savait pas traiter jusque-là. Donc par exemple les tweets dont je parlais, les photos, ce genre de choses. En réalité, quand je les utilise, je les structure. Il ne faut pas souvent... on avait ce mythe de gérer des données comme ça de façon qui sont assez aléatoires. Non, en fait, en réalité, je vais extraire de ces données-là des données structurées. Je vais les coupler donc et je vais les traiter en un temps record. Parce que c'est ça, en fait, quand on parle de big data, c'est traiter de façon très rapide un grand volume de données et une grande variété de sources. En gros, c'est ça, le big data. Et c'est ça que cherchent à faire les entreprises parce que c'est ce qui va apporter de la valeur. Je prends peut-être 2 exemples. Je peux, par exemple, croiser, donc on en parlait un petit peu avant, je peux, par exemple, croiser les données de densité de population, d'accès à l'eau et de météo au Yémen pour prédire derrière une épidémie de choléra. Voilà, c'est ce que fait l'UNESCO aujourd'hui en développant un logiciel avec la NASA. Elle croise ces 3 types de données et elle est capable ensuite de prédire donc, les épidémies et donc d'agir de façon beaucoup plus précise. Dans le domaine du plus lucratif, je peux, en tant que société de transport ferré par exemple, coupler des données de vente de billets, de fidélité client et de trafic pour dire si jamais j'ai un incident sur une ligne, je vais envoyer à mes clients fidèles qui ont acheté un billet de train sur cette ligne-là une remise pour la prochaine fois en leur présentant mes excuses. Ça, c'est ce genre de petits services-là que ça peut rendre, et ça peut en rendre évidemment bien d'autres. Donc, si le monde de l'entreprise a bien compris que la donnée était une valeur, une matière à valoriser et à exploiter, Olivier, est-ce que les médias, le monde des médias, en France ou à l'étranger, peut-être plus à l'étranger, je ne sais pas, est rentré sur cette réflexion pour essayer de structurer de la donnée, de la croiser, de la valoriser pour la monétiser? Alors, le monde des médias, à la base, la donnée porte plutôt le nom d'information. C'est la vocation du journaliste d'aller chercher des informations, de les croiser, les mettre en perspective, contextualiser et puis de rendre compte. Avec la digitalisation qui s'est ensuivie, effectivement, ça a ouvert un nouvel espace informationnel, puisque, comme le disait Maximilien, nous générons à divers niveaux des données qui peuvent être fort utiles pour enrichir justement des articles, des reportages. Donc ce côté données n'est pas fondamentalement nouveau. On a déjà dans les années 50 et même avant des exemples de journaux qui essayaient de faire des... Alors c'était sous forme de schémas, de d'histogrammes, de choses assez basiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde plutôt anglo-saxon des médias s'est emparé de ce nouvel espace pour faire tout un tas de nouveaux produits informatifs qui vont enrichir les reportages. Alors vous en avez de plusieurs sortes. Parce que derrière le data journalisme, je pense que les journalistes qui sont présents affineront la réflexion. On a plusieurs types de produits. On a ce que vous connaissez globalement et qui existe déjà depuis un petit moment, les infographies, donc qui visent à collecter et expliquer de manière simple et très visuelle des processus compliqués ou bien des statistiques qui sont plutôt ennuyeuses à lire sous forme écrite, mais sous forme visuelle prennent tout leur sens. Vous avez après la data visualisation qui est un pas au-dessus, qui peut être très animé et très interactif, c'est-à-dire soi-même on peut rentrer sa donnée pour avoir accès à des informations. Je prends un exemple, le New York Times fin août a sorti une data visualisation interactive extrêmement intéressante qui vise à montrer que le réchauffement climatique n'est pas forcément une lubie. Alors, surtout aux États-Unis, le débat est très intense sur le sujet. C'est vrai que c'est un sujet, oui. Parce que beaucoup le remettent en cause. Et il propose au lecteur de rentrer à chaque fois son lieu de naissance et sa ville de naissance. Et à partir, des bases de données météo diverses qu'ils ont collectées, vous voyez la courbe des températures de la ville où vous êtes né depuis votre date de naissance jusqu'à aujourd'hui 2018. Et on s'aperçoit effectivement l'élévation des seuils de température maximale est de plus en plus flagrant au fil des décennies. Voilà ce type de produit que peut procurer la data visualisation. Et puis après, on a un autre type de journalisme
qui va travailler aussi sur des données, mais pas forcément pour rendre des animations graphiques. C'est ce que vous connaissez quand vous avez lu les articles comme sous la forme de l'affaire des Panama Papers ou des Paradise Papers, où là, le travail des journalistes consiste à éplucher des tonnes et des tonnes de fichiers informatiques, souvent très complexes, de justement nettoyer ces données, de les interpréter, de les relier, de mener des investigations autour. Et là, il y a des vrais consortiums qui se sont mis en place d'ailleurs, qui travaillent ensemble, issus de plusieurs médias, pour aboutir après à des révélations et des enquêtes qui montrent qu'un tel ou telle société a fraudé fiscalement. Voilà, ça c'est l'autre dimension. Et la quatrième, qui est encore relativement embryonnaire, mais qui apparaît déjà dans les médias, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des robots qui vont être capables de pondre automatiquement certains articles, certaines dépêches qui sont très récurrentes, par exemple des bulletins météo, des résultats sportifs, ou bien les comptes trimestriels de société. Souvent, le discours est assez récurrent, est assez formaté, et ça décharge les journalistes de tâches où ils n'ont pas forcément une valeur ajoutée flagrante, pour qu'ils puissent se consacrer justement à des choses plus là où vraiment leur savoir-faire va s'exercer. Et ce sont des robots qui font ça. Associated Press, par exemple, ou Reuters, utilisent déjà ça pour ce type de produit. Alors, Maximilien avait évoqué le sujet de Google. On peut parler des GAFA qui ont basé leur business model et leur développement en partie sur la gestion de l'information ou des informations, des données. Est-ce que cette réflexion arrive dans le business model? Là, on a évoqué des exemples sur l'information, la gestion de l'information, mais est-ce que ça impacte aussi le business model des groupes médias? Alors oui, là c'est une autre bataille de données qui est, je vais dire, moins à caractère journalistique et plus à caractère business. C'est d'avoir, pour les médias, l'enjeu c'est d'avoir accès aux données, justement, quand ils sont indexés sur Google ou que le clic provient de Facebook, d'avoir accès aux données qui sont générées parce que finalement ce sont des lecteurs derrière. Et l'importance pour un média, c'est de comprendre le comportement de ses lecteurs, comme toute société d'ailleurs qui vend un produit veut comprendre le comportement de ses consommateurs. Et c'est là où il y a des batailles incessantes entre Google notamment et les médias, parce que Google estime que les données lui appartiennent et que Google, en plus, aide déjà les médias en leur apportant du trafic supplémentaire. Ce qui est vrai, mais c'est une manière de voir à la Google, parce qu'on pourrait dire l'inverse. Sans les médias, Google n'apporterait pas de service particulier, puisque ce sont les médias qui produisent les contenus. Donc il y a des bagarres en permanence, encore en ce moment à la Commission européenne, il y a des débats notamment sur le copyright, etc. Et les médias souhaiteraient obtenir des rémunérations pour cela, qui permettraient en effet de financer leurs activités et renforcer leur business model. Merci. Erwan, on est donc sur Ouest France, c'est un média qu'on pourrait considérer traditionnel. On peut dire ça. Ouais. Un média papier au départ, si ce n'est le plus grand en termes de diffusion, je crois. Oui, c'est le premier quotidien français en diffusion. Et qui a réussi aussi sa transformation, sa mutation numérique, puisque passer d'un papier aussi à un site. Alors, c'est toujours en cours, hein. Et c'est vrai qu'on a commencé, nous, il y a longtemps, dès le Minitel en 83. Ce qui est pas mal. Notre expérience de start-up commence dès 1983. Et c'est vrai que les datas sont un enjeu chez nous conscient. D'ailleurs, moi, je suis data journaliste, c'est une mission à plein temps dans la rédaction. On a ce luxe-là de pouvoir mettre quelqu'un à temps plein sur les data, parce qu'on est quand même 350 journalistes, on est une grosse rédaction. Mais c'est plusieurs fronts, le data journalisme, en particulier pour Ouest France. Il y a toute la partie qui est évoquée de faire des data visualisations, des cartographies, etc. De raconter des histoires avec des données, ça c'est un premier aspect. Mais il y a aussi tout un chantier un peu prospectif encore, de comment donner une meilleure information plus personnalisée à tous les lecteurs. Et là, les data rentrent en jeu pour arrêter de faire comme on fait actuellement, de mettre la même une du journal pour tout le monde, même si on la décline en 50 éditions locales, mais arrêter de mettre la même home pour tout le monde, mais qu'on puisse avoir une expérience et une information
vraiment calibré et ciblé sur ses intérêts, sur l'endroit où on est, sur la temporalité dans la journée. Et tout ça, ça implique énormément de différents chantiers, tous en lien avec les datas, de connaître ce que veulent nos lecteurs. Alors on peut leur proposer des Tinder de l'information, cet article j'aime, celui-là j'aime pas, etc. Puis ça permettra de savoir un peu ce que veut chacun. Là aussi la question de comment faire pour continuer à surprendre les gens en leur fournissant des choses qui ne sont pas forcément ce qu'elles attendaient. Et ça pose aussi un autre problème, nous, en tant que journalistes, comment structurer justement nos articles, nos données. Il y a un premier chantier qui consiste à demander aux journalistes à structurer leur manière de travail, arrêter de, quand on mène une enquête, écrire tout à la volée sur son cahier, mais plutôt essayer de faire au moins un tableur avec les informations dedans pour pouvoir éventuellement mutualiser, augmenter et revenir dessus. Et puis aussi ajouter des métadonnées à tous nos articles, ne serait-ce déjà que la géolocalisation. Pour l'instant, quand un journaliste écrit un article sur un incendie, un accident de voiture, une conférence de presse, c'est mentionné quelque part dans l'article où c'est. Alors on peut faire passer des algorithmes après, des petits robots pour repérer et géolocaliser. Mais ça serait tellement plus simple de le taguer, voilà, et de le géolocaliser directement au moment de la création de l'article, quoi. Donc ça fait partie de tous les chantiers qu'on peut avoir à Ouest France, en tout cas, sur ce plan des data là. J'en oublie sûrement. Ça veut dire qu'au-delà de l'utilisation infographie qui existe depuis de nombreuses années, enfin de nombreuses décennies, il y a aussi l'utilisation de la data pour connaître le consommateur, ce que les GAFA savent très bien faire finalement. Oui, alors on a énormément de progrès, enfin on est à la préhistoire de ça, nous en tout cas, mais on va être obligé de passer par là de toute façon, si on veut fournir un service de qualité à nos lecteurs, et être au niveau d'un GPS, tout bêtement, vous voulez aller quelque part, il ne va pas vous indiquer là où vous voulez aller votre voisin ou là où vous veulent aller la plupart des gens, il vous dit là où vous voulez aller vous, quoi. Donc il faut que sur l'information, pour un média local, en plus, on soit vraiment au même niveau de personnalisation du service et de qualité de service. Ouais. Guénolé, est-ce que cette réflexion menée chez Ouest France, on la ressent aussi pareil au niveau d'un média télévisuel comme France Télévisions, en l'occurrence Pays de la Loire? C'est obligatoire puisqu'aujourd'hui, le schéma de la vieille télé, j'ai un de mes collègues à Nantes qui dit la télé de papa, ça n'existe plus aujourd'hui. Les gens ne regardent plus et ne consomment plus la télé comme ils faisaient il y a encore même 5 ans. Enfin, vous connaissez tous les chiffres sur le replay, sur la VOD, sur la télé à la demande, Internet, etc. Donc, France Télévisions, France 3 était à l'origine un média uniquement télé. Donc, il y avait le journal, midi, 19h, le soir 3. Aujourd'hui, on a de multiples supports qui relaient ce qu'on fait. On a un site Internet, Pays de la Loire, mais qui s'inscrit dans un réseau national des télévisions régionales de France 3. Et après, éventuellement, qui peut alimenter le site France Info, comme le font aussi les sites de France Bleu. On a un compte Twitter, on a une page Facebook, on a une chaîne YouTube. Et les chiffres de progression sur tous ces nouveaux supports sont infiniment plus forts aujourd'hui que la télé. Clairement, la télé, on perd des téléspectateurs tous les ans, tous les mois, parce que, encore une fois, les gens ne regardent plus la télé comme ils faisaient autrefois. Le public est plus âgé sur la télé traditionnelle. Et donc, on est obligé d'être présent sur tous ces supports. Alors, sur les datas, vous avez l'image traditionnelle du journaliste qui est en plateau et qui utilise une infographie ou une carte pour étayer son propos. Ce sont des choses qu'on utilise sur tous nos supports. On a un outil maison qui s'appelle Prism, qui permet d'éditer des cartes régionales. Vous tapez le nom de la commune et ça vous sort une carte Pays de la Loire avec l'emplacement de la commune. Quand on doit réagir sur un fait divers ou un événement, on a la carte qui est immédiatement disponible. Prism permet également d'éditer des petits graphiques, permet également d'éditer du titrage pour titrer nos reportages, puisqu'on titre également beaucoup les reportages. Les reportages sont consommés et visionnés en mobilité énormément. Pour parler de Google, Google nous amène à peu près 60% du trafic aujourd'hui sur le site internet. D'où l'intérêt, alors on n'écrit plus les titres comme on aurait aimé les écrire autrefois, c'est-à-dire un titre à la Libé, un peu rigolo,
Le problème, c'est que voilà, s'il n'y a pas de localisation dans le titre, s'il n'y a pas de mots-clés, Google ne le trouve pas. Donc c'est important. Google n'a pas d'humour. Google n'a pas d'humour et Google ne trouve pas si on ne donne pas les mots-clés. Voilà. Donc c'est les principales choses sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui. Et on utilise aussi on commence à utiliser pas mal de logiciels et de produits créés par des startups. Au niveau du réseau France 3, on a un accord avec WeMap qui crée des cartes interactives qui sont pas mal, où on peut intégrer de la donnée, des vidéos, localisation, c'est assez fichier Excel. Enfin, on utilise aussi Infogrames pour créer des petits graphiques. Et clairement, aujourd'hui, il y a les nouveaux journalistes, les jeunes journalistes qui arrivent dans la rédaction, ont cette culture data, ça fait partie de leur formation. Les anciennes générations s'y mettent, mais elles n'ont. Voilà. Est-ce que c'est pas le même niveau de le sujet évoqué par Erwan et par Olivier d'ailleurs, de partage de l'information, de l'archivage de la donnée, c'est quelque chose qui se ressent aussi dans un groupe comme France Télévisions ? Il faut faire très attention, c'est les choses classiques, quand on a une photo dans notre base de données ou un article, il faut bien l'accréditer pour la retrouver, parce que si vous mettez photo Nantes, ça ne veut rien dire, évidemment. Voilà. Et puis, dans le corps des articles, de ce qu'on fait, on utilise beaucoup aussi de tweets, voilà, de tweets de personnalités politiques, de témoins d'événements, et c'est des choses qu'on peut embêter dans les papiers. Donc, ce genre de choses, on le fait pas mal, oui. D'accord. Denis, il me semble que de Prism ou ce genre de nom évoqué par Guénolé, il y a une réflexion avec West Media Lab, c'est ça ? Alors sur Prism en particulier, non, parce que c'est plus des logiciels métiers. Ouais. À West Media Lab, on fait de la formation au data journalisme, mais plus avec des outils libres, généralement. Parce que c'est plus facile d'acculturer avec des outils qui sont utilisables par tout le monde que par des logiciels métiers où il y a tout un processus d'achat, de validation. Juste pour rappeler, en fait, West Media Lab, on a un cluster, on a une association de médias, donc en fait, on répond aussi aux attentes, aux demandes des adhérents, alors qu'ils sont des médias, mais il y a aussi des établissements d'enseignement supérieur, des agences de communication également, parce qu'on travaille aussi sur la communication territoriale, assez souvent aussi de l'information service, mais qui est partagée en partie par les médias d'information générale. Et parmi ces préoccupations, il y a trouver des nouvelles manières d'informer le public, enfin de diffuser de l'information. Et la donnée est très vite apparue, la data est très vite apparue comme une nouvelle manière d'informer. Alors, peut-être pour revenir sur les définitions de data côté journaliste, il y a un peu trois définitions de la data côté journaliste. Il y a la data en tant que source d'information, la data en tant que pilote de création de contenu, où là on peut effectivement parler de robots journalistes. Alors moi je n'utilise pas le terme intelligence artificielle parce que concrètement c'est pas encore l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle les robots journalistes aujourd'hui, c'est simplement un programme comme on peut le faire dans une feuille Excel. Prenez telle case, ajoutez tel texte, prenez telle case, ajoutez tel texte. Et en fait, ça fait une phrase complète, ça fait un article. Donc en fait, c'est des choses très classiques. Et puis, il y a la data issue des utilisateurs qui nous dit de quoi il faut parler, à quel moment, à qui. Donc en fait, c'est un peu trois grandes sources de données. Trois grandes définitions de la donnée. Sur la donnée en tant que source d'information, c'est sans doute un peu la révolution, je trouve, des 10 dernières années dans le journalisme. C'est que traditionnellement, le journalisme s'appuie sur la déclaration. C'est lié en partie à la formation des journalistes. On a pour la plupart une formation littéraire, histoire, même s'il y a aussi pas mal de sciences économiques, mais on est sur une tradition du journaliste très littéraire, où la donnée, la data, le chiffre, ça a toujours été un peu dévalorisé, quoi. C'était un peu... ça, c'est pour les techniciens. Et encore aujourd'hui, dans les médias, il y a la rédaction et les techniciens. Et en gros... et les commerciaux. Et les commerciaux. Ah, on ne s'approche pas des commerciaux. Mais en gros, si on caricature, c'est un peu ça. Et donc, traditionnellement, dans l'esprit des journalistes, leur dire tu vas traiter les chiffres, tu vas prendre ta calculette, il y avait un système de blocage.
Beaucoup d'entre nous, on l'a fait, hein, même il y a encore, il y a 20 ans, on prenait nos calculettes, on faisait déjà du data journalisme d'une certaine manière, mais pas avec la même quantité de données. Et là, il y a eu une bascule, il y a à peu près 10 ans, avec une nouvelle génération de journalistes qui, pour la plupart, avaient été formés aussi à l'informatique. Et on est arrivé avec des journalistes qui avaient une nouvelle manière de penser, qui était initiée à la logique de programmation. Et la logique de programmation, c'est complètement différent de la logique journalistique littéraire, où on valorise la rhétorique, la déclaration, le discours. Où là, on se dit, il y a peut-être moyen d'identifier des choses à travers une grande masse de données. Et donc, il y a toute cette génération de nouveaux journalistes comme Nicolas Kaiser-Bril, Alexandre Lechner, enfin, les journalistes qui sont aujourd'hui en poste dans les grands médias, se sont dit, je peux trouver des informations nouvelles dans les données. Et ça, c'est compliqué parce que ça demande des compétences déjà statistiques, parce que ça peut vous paraître bizarre, mais dans beaucoup de rédactions, demander à un journaliste de faire la différence entre une médiane et une moyenne, je ne suis pas sûr que vous ayez plus de 10% de réponses justes. Et en gros, dans beaucoup de rédactions, on a été dépendant des communiqués de presse de l'INSEE, des communiqués de presse des agences économiques qui nous disaient quoi écrire, et beaucoup de journalistes n'étaient pas en mesure de comprendre quelle était la signification d'un pourcentage, par exemple, ou d'un taux, où quand on leur disait ça a augmenté de 3 points, ça ne leur disait pas grand-chose. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les écoles de journalisme, à Bordeaux, à Lannion, je dis ça à Lannion parce que un de ceux qui a lancé le data journalisme à l'IUT de Lannion, c'est Jean Biatessi, qui fait partie des gens un peu précurseurs aussi en data journalisme en Europe maintenant, parce qu'il est en Suisse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus donc, de journalistes formés qui sortent au data journalisme, qui sortent des écoles. Mais dans les rédactions, il y a encore beaucoup de travail. Enfin, nous, on le voit parce que une de nos missions, c'est de faire de l'acculturation et puis de la formation professionnelle au data journalisme. Et une de nos plus grandes difficultés, c'est de faire cette bascule, encore une fois, entre la façon de penser très littéraire, une source d'information, c'est forcément une personne qui me parle, maintenant ta source d'information, ça va être un gros fichier, CSV ou autre, il va falloir en dégager des infos. Et sur la donnée comme source d'infos, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de préjugés. Et ça, c'est la grande nouveauté, c'est qu'on a un fichier face à soi, et c'est pour ça que c'est enthousiasmant pour beaucoup de data journalistes, c'est on ouvre plein de perspectives. On se dit potentiellement, il y a plein d'infos à l'intérieur, et c'est ça qui est enthousiasmant dans l'exercice du data journalisme, quoi. Ça n'empêche pas nécessairement la ligne éditoriale, parce que les chiffres, on les interprète comme on a envie de les interpréter aussi, voilà. Du moins toujours. Et donc la donnée en data journalisme, c'est pas de l'info. Une information, c'est des signaux interprétés et ensuite vérifiés. Une fois que c'est vérifié et contextualisé, ça devient une information. Mais c'est pas encore une information tant que c'est dans des fichiers CSV. Donc, vas-y, Maximilien. Non, juste peut-être pour réagir sur deux petites choses. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec cette définition. Nous, on fait bien la différence effectivement entre données et information. L'information étant une donnée contextualisée, retraitée, vérifiée, etc. Peut-être une réaction sur ce que tu disais sur l'intelligence artificielle, notamment. On a, en fait, les entreprises utilisent déjà effectivement des logiciels comme ce qui est utilisé, je pense, par notamment le Washington Post qui génère des articles, à savoir ce que tu disais. Mais en fait, derrière le logiciel qui est assez basique, on pourrait dire, puisque effectivement, ce sont des templates, des modèles de documents avec des cases dans lesquelles on met les bonnes données au bon endroit, donc ce qui permet de générer facilement des rapports. C'est comme ça que c'est utilisé dans les entreprises. Il y a quand même un peu d'intelligence artificielle dans le sens où la génération du langage naturel, ce qui permet de faire les liaisons, de faire que, en fait, à la fin, ça ressemble quand même à un texte écrit par un humain. Il y a de l'apprentissage automatisé là-dessus. C'est très limité, mais il y en a un petit peu. Et ensuite, une autre remarque, peut-être, mais après, peut-être que je casse un peu ton schéma, je ne sais pas. Faut être agile, on s'adapte. C'est bien. Tout ce que vous dites, en fait, me fait penser à quelque chose qui aujourd'hui, donc là, vous traitez beaucoup de données
Moi, ce que je vois dans les entreprises qui traitent beaucoup de données, c'est qu'à un moment donné, et qui en génèrent, en fait, c'est que la donnée, ils se rendent compte que cette donnée-là, elle a une vraie valeur. Et on voit par exemple des constructeurs automobiles qui récoltent beaucoup de données via le véhicule connecté et qui se mettent à le revendre à d'autres structures en se disant tiens, effectivement, ça a de la valeur. Et il y a des assureurs que je ne nommerai pas qui achètent ce genre de données-là. Parce que derrière, ça leur permet de faire des choses, de réfléchir de nouveaux modèles. Donc, est-ce que ça, c'est un modèle où finalement, comme les journalistes quelque part traitent de la donnée, l'augmentent quelque part, puisqu'ils créent de l'information justement. Est-ce que derrière, il n'y a pas un modèle où à un moment donné, vous allez revendre cette donnée-là alors vous le faites déjà en travers de vos articles en partie, mais peut-être la totalité du jeu de données à d'autres structures? Alors, je peux peut-être répondre. En tout cas, à Ouest France, ça fait partie des objectifs des pistes de monétisation. C'est quelque chose qu'on fait déjà d'ailleurs d'un côté sur, par exemple, avec un service comme Info Local, qui fait de la collecte vous savez, quand vous avez un événement à annoncer, on donne une partie de la base en open data. Et si vous voulez accéder à la partie complète avec le calendrier à long terme, etc., les contacts des salles et tout, ça c'est une donnée qu'on vend comme une base de données qui a demandé un certain travail et qui a une valeur justement. Après, sur les bases de données d'information, nous on fait un énorme travail sur nos archives. Parce on est en train de finir de numériser tous les archives de Ouest France et de l'Ouest Éclair, donc ça remonte à 1899. Et on travaille avec des chercheurs justement pour faire de l'intelligence artificielle du coup et du machine learning pour repérer les entités nommées, pour repérer les citations, pour voir les rapports entre les entités nommées selon les différents articles. Et ça, c'est évident que c'est une base à laquelle on pourra donner l'accès soit par des partenariats, soit par des contrats. Et après, alors par contre, pour la partie données personnelles des abonnés et des utilisateurs, là, ce sera encore un autre chantier, je pense. Et moi, j'ai pas du tout compétence en plus pour avoir des idées là-dessus. Ouais. Donc, de toute façon, les médias monétisent déjà ce genre de données, ne serait-ce que par les régies publicitaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais que mon lectorat, c'est des hommes de 30, 40 ans, quelque part, c'est ce que je cherche à monétiser auprès du vendeur de voitures, etc., etc. Là, c'est parce qu'on démultiplie, on affine, j'imagine, ce potentiel-là de commercial. Effectivement, plus je vais connaître les informations. Mais dans ce que disait Denis, ce qui me semble intéressant pour arriver sur un autre point, c'est OK, on est capable de réfléchir sur les données et de voir ce que mon lectorat souhaite avoir comme information. Est-ce que dans l'autre sens, ça veut dire aussi que le média peut être berné par ce type d'informations, et je pense notamment à la dérive des fake news. C'est-à-dire, est-ce que, à force d'écouter ce que veulent mon lectorat, si j'ai un esprit malveillant qui oriente cela, est-ce que moi, le média, je ne vais pas être berné et véhiculer, à l'insu de mon plein gré, ce genre d'informations? Après, c'est un débat qui est assez vif dans le milieu du journalisme. C'est, d'une manière générale, est-ce qu'on doit parler de ce dont on pense qui est important pour l'intérêt général, ou est-ce qu'on doit parler de sujets qui intéressent les gens? C'est un débat qu'on a en permanence. Je vais être un peu caricatural, mais si on suit les statistiques de recherche Google, et les gens s'intéressent à la météo et au sexe et à l'argent. Donc, est-ce que ça doit être le contenu d'un journal? Mais dans la pratique, c'est ça. Sur France 3, il y a déjà la météo. Pour l'instant, il y a la météo, il n'y a pas le reste. Juste une seconde, nous, c'est un petit jeu. Souvent, on s'imagine le soir, on regarde ce qu'on a en top sur Google Analytics, un article, et on s'imagine juste 10 secondes faire la une du journal du lendemain avec ce qui est en top. Ça fera un journal absolument absurde si on suivait les articles qu'ont le plus lu les gens dans la journée, pour faire le journal du lendemain. Donc ça ne peut pas être l'unique driver. Ça peut pas, vraiment pas, quoi. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de médias se sont perdus là-dedans. Il y a eu un espèce d'engouement de se dire il faut absolument suivre la stat. Et c'est ce qu'on a
c'est ce qu'on appelle encore le journalisme putaclic, c'est-à-dire qu'on va aller chasser du clic et on est prêt à tout pour aller chercher. Et en fait, la statistique de visite devient l'objectif et non plus l'information. Et donc, en fait, il y a une rupture avec le sens même du journalisme qui est trouver de l'information et de la diffuser pour l'intérêt général, quoi. Ça a été le modèle sur lequel se sont fondés par exemple BuzzFeed, Melty, Minute Buzz, etc. Où leur ligne, c'est pas une ligne éditoriale, c'est une ligne statistique. Et en fonction de ce qui est le plus cliqué, on va refaire des articles du même acabit pour toujours inciter les gens à revenir. Alors ça a marché pendant un moment, mais on voit que ça s'essouffle. BuzzFeed d'ailleurs a fermé sa rédaction en France parce que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Tout simplement parce que ça lasse aussi les gens. Il y a un enfermement informationnel où on voit toujours la même chose. Et même si les gens ont bien sûr des centres d'intérêt, très basiques, on le voit effectivement, mais c'est la météo, c'est les horaires de la marée, si on est en côte, par exemple, voilà, des choses très servicielles. Mais sur l'information, je crois que le rôle du journaliste, c'est aussi d'élargir le spectre, de proposer des sujets qu'on n'aurait pas spontanément découverts si on n'avait pas acheté un journal, par exemple. Donc c'est ce subtil couplage de écouter nos lecteurs, mais ça on le faisait déjà avant. Enfin, moi j'ai bossé en PQR. On s'amusait à aller dans le café du coin justement pour écouter des gens commenter le journal. Alors bon, c'était pas toujours d'une intelligence formidable, mais parfois ça donnait quand même, ça remettait les pieds sur terre. Et puis de tirer aussi vers le haut avec des contenus à plus forte valeur ajoutée. Mais si on fonctionne que par la data pour générer des centres d'intérêt d'infos, on risque de se tuer soi-même. Mais ce qui est intéressant avec des canaux de diffusion comme Facebook et YouTube, moi je les utilise en tout cas comme des canaux de diffusion, on a aussi le retour sur ce qui intéresse les gens et parfois, souvent même, on a des histoires, des initiatives en milieu rural et on se rend compte que c'est ce genre d'histoire qui marche bien sur Facebook, qui marche bien sur YouTube. Les gens sont... Parce que ça leur parle, ça parle de leur quotidien, même si ça se passe au fin fond de la Mayenne, ça parlera à quelqu'un qui est en Vendée. Il y a une histoire de quotidien des gens qui est important aussi. Au niveau du métier de journaliste, donc si j'ai bien compris, le journaliste sera demain un ingénieur comme un autre. Non, il aura une sensibilité à la data qu'il n'avait peut-être pas dans le passé, au-delà de la plaisanterie. Est-ce que le data journaliste, finalement, vous le percevez les uns les autres comme une opportunité pour le métier ou plutôt une menace allant jusqu'au remplacement de l'individu journaliste par un petit robot, même si je vois se dessiner une réponse commune. Je vais bien commencer. Ouais. À mon avis, ça va se jouer au niveau des directions des différents médias. Si on voit le data journalisme comme une opportunité de réduire les rédactions et de supprimer des postes et faire des économies uniquement, ça ira pas très loin. Si c'est vu comme une chance pour libérer du temps et des talents, pour apporter de la valeur ajoutée supplémentaire, et des choses que justement une intelligence artificielle ne pourrait pas faire, mettre du contact, mettre du lien. Il faudra toujours aussi des gens pour des espèces de journalistes de flux pour justement explorer ces données, les canaliser, les mettre en forme et les rendre accessibles. Mais il faudra aussi garder une part de journalisme littéraire pour mettre du corps autour de tout ça, quoi. Enfin, je pense, c'est mon point de vue. Oui, alors je vous rejoins tout à fait. C'est vrai que c'est le grand mythe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, l'automatisation. On voit quantité de reportages où des métiers vont disparaître, comme par exemple les caissières, qui sont effectivement des postes à tâches répétitives et qui sont en capacité d'être automatisés. Malheureusement, parce qu'on perd quand même le contact humain au bout d'un moment. Aller dans un magasin, c'est aussi voir des gens, mais bref. Pour le journalisme, je ne pense pas qu'il y ait ce danger-là. La data offre une dimension informationnelle supplémentaire et enrichit le travail d'un média, mais il y a toujours de l'appétence pour les contenus long format. Il n'y a qu'à voir même en presse un hebdomadaire comme Le 1, qui, je pense que vous le connaissez, un journal qui est monothème chaque semaine et qui se déplie en plus et qui recherche des plumes, etc., qui fait aussi des petits schémas dessinés. Voilà, ils ont pris une approche tout à fait différente et ça marche.
On voit les MOOC également, ces magazines, livres type 21, Ouzbek Erika et tout, ça marche aussi. Donc c'est bien la preuve que les deux peuvent tout à fait cohabiter intelligemment et permettre à des médias justement de proposer plusieurs types de produits. Oui, le travail d'analyse du journaliste restera toujours. Je parlais tout à l'heure des choses qui marchaient. On se rend compte que quand on sort des histoires un peu analysées, ça marche auprès du public. La data, ça permet d'avoir des supports qui sont assez géniaux. Je pense par exemple aux cartographies de course à la voile. Voilà. Auparavant, il fallait vous faire à la main votre petite cartographie avec l'évolution de la flotte. Là, vous avez en temps réel un tracker. Et un tracker. Vous avez le parcours de chaque voilier. Je regardais la course du Figaro là, qui arrivait à Saint-Gilles ce matin. Vous avez le parcours de les routes nord, les routes sud. Enfin, c'est assez génial. Vous pouvez faire des captures, les embêter dans des papiers. Voilà. Et après, reste aux journalistes à analyser. Je crois que c'est l'AFP aussi qui réfléchit actuellement sur des résumés de foot automatiques et restera aux journalistes l'analyse du match, l'analyse de la performance de tel ou tel joueur. Voilà. Sur les fake news, l'AFP a aussi sorti un petit support qu'on peut mettre sur Google et qui permet de tester des vidéos et de voir si elles correspondent vraiment à ce qui est vendu ou pas. Il y a eu le développement de nouveaux médias qui sont dans la vérification de l'information, les décodeurs, les vérificateurs d'informations. Il y en a pas mal. Denis, peut-être. Peut-être sur le data journalisme en tant que nouvelle source d'information, c'est pas toujours un bon plan pour les médias parce que ça coûte très cher à faire. C'est aussi pour ça que ça se diffuse très lentement. C'est qu'un data journaliste, pour retirer des informations, ça va peut-être lui prendre une semaine, enfin en fonction des projets. Donc ça va pas permettre de gagner en productivité, en tout cas en fabrique d'informations, l'exercice du data journalisme. Après, la partie rédaction automatisée, je préfère parler plutôt de rédaction automatisée plutôt que de même robots qui personnifient un peu le poste de journaliste. Ça va permettre de produire davantage, de dégager du temps pour des journalistes qui étaient effectivement cantonnés à faire des brèves, des choses sans intérêt. Peut-être aussi à gagner en qualité. Mine de rien, quand on enchaîne toute la journée des brèves, il y a des risques d'erreur. Et puis on le fait de moins en moins bien parce que c'est de moins en moins enthousiasmant de le faire. Donc il y a vraiment, à la fois sur la quantité mais aussi sur la qualité des informations, du côté de la rédaction automatisée, des choses intéressantes. Un petit exemple avec un média scandinave qui cette année a mis en place un algorithme d'écriture d'articles en fonction, alors en Scandinavie, alors je crois que c'est en Suède, toutes les ventes d'immeubles, de maisons sont répertoriées en open data. Donc en fait, il y a un flux accessible qui permet de dire telle maison a été vendue à tel endroit. Et donc en fait, ce petit programme ont fait un article automatique. Ils récupèrent la photo de Google Street View. Ils regardent s'il y a d'autres maisons qui se sont vendues au même moment. Et donc en fait, il y a un algorithme qui permet d'écrire un article à peu près cohérent. Donc il y a une boîte à Nantes qui fait ça, qui s'appelle C-Labs, qui vient de s'installer à Nantes et qui est un des piliers en France de cette pratique. Après, je pense que sur l'exercice du métier de journaliste, même avec les robots rédacteurs, enfin avec la rédaction automatisée, ça va rester un métier de journaliste selon moi. Écrire un algorithme, c'est un acte de création. On crée quelque chose quand on crée un algorithme. Et en fait, c'est un choix éditorial. Donc je pense que peut-être que la prochaine étape, après le data journalist, ça va être ces ingénieurs, journalistes, ou en tout cas des ingénieurs, mais c'est le cas dans plein de types d'ingénieurs, qui ont une appétence pour l'intérêt général, avec une vision éditoriale, mais dont le métier principal, ce sera d'écrire des programmes qui permettront de distribuer, de diffuser, de mettre en forme de l'information. Et juste un dernier point, à West Medial, on fait une petite expérience en ce moment avec des étudiants de Polytech pour essayer de transformer un article en base de données. Alors c'est ce que font aujourd'hui beaucoup de boîtes, c'est-à-dire par exemple pour les archives de Ouest France, c'est de l'analyse de texte, on essaie de trouver où est le sujet, là on propose un petit plugin dans Etherpad, qui est une sorte de Word, mais en libre, qui permet de surligner les parties du texte et de dire ça, c'est mon sujet, les fameux 5W, le pourquoi, le comment. Ça, c'est ma source, de qualifier ensuite la source. Est-ce qu'il y a un lien direct entre le journaliste et la source? Un petit exercice simple qui permet aussi de rajouter de la rigueur
dans la rédaction d'articles, parce que mine de rien, il y a encore un grand problème de rigueur, de formel dans l'exercice de journaliste. Souvent parce qu'on écrit beaucoup d'articles et parfois on ne cite pas sa source, ou parfois on n'explique pas le pourquoi, ou parfois on oublie de donner des dates. Et je pense que l'arrivée de la data, de l'algorithmie dans le journalisme va permettre de faire revenir un peu de rigueur, de ramener un peu de rigueur dans le métier de journaliste qui en perd forcément quand on est sur une ligne uniquement littéraire. Bon, une vision positive du coup de l'évolution du métier, une vision positive sur le besoin d'accompagnement des médias dans la structuration des données. Je crois qu'on arrive à la fin. Est-ce que dans la salle, quelqu'un voudrait interpeller un de nos speakers ? Ou est-ce qu'on a été... Parce qu'on là, on est dans les temps, on est mieux que la SNCF, je crois. En attendant que quelqu'un structure une question. Ose nous interpeller. C'est toujours la première question qui est difficile. Peut-être en réaction à ce qui se disait, parce que ce mythe-là de finalement l'intelligence artificielle, la data, ça va remplacer des emplois, ça va détruire des emplois, etc. Enfin, je dis mythe, mais en fait, honnêtement, j'en sais rien. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, moi, ce que je vois aujourd'hui dans les entreprises que j'accompagne, c'est il est toujours présent. C'est-à-dire que on est toujours quand on va voir des salariés de l'entreprise pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire, etc. On a toujours cette question de attention, il faut bien leur dire, c'est pas pour vous remplacer, c'est pour vous aider, etc. Parce qu'il faut préserver ce côté, enfin, faut accompagner ce changement-là. Néanmoins, j'ai vu aujourd'hui aucune entreprise qui se posait la question de remplacer réellement des emplois. C'est à chaque fois finalement des métiers où concrètement on est surchargé, on n'a pas le temps de tout traiter et on a besoin d'une aide qui va nous décharger d'une partie de notre travail qui est vraiment un peu laborieuse et qui nous permet vraiment de nous recentrer sur la valeur qu'apporte l'être humain, quoi. Donc il y aura des métiers qui seront sans doute supprimés, pas forcément liés tellement à l'intelligence artificielle en elle-même que liés au fait que effectivement ce sont des métiers très répétitifs, très laborieux, caissière, caissier, ça peut en être. Il y a un certain nombre de métiers comme ça qui sont à faible valeur ajoutée, on va dire, outre le lien humain qui quand même reste important. Donc il y a quelques métiers comme ça, mais en revanche, effectivement, il y aura besoin de bien d'autres métiers. Il y aura besoin de bien d'autres, parce que quand on voit finalement le temps humain que prend l'entraînement d'un robot, il est considérable. Il est considérable. Aujourd'hui, moi, je vois des entreprises qui, pour mettre en place un chatbot, ont besoin de 10 à 15 personnes pendant 3 mois à temps plein pour ne serait-ce que initier le chatbot. J'ai comme l'impression que le point soulevé par Erwan, c'est probablement la question de fond, c'est de savoir si on va verser vers une exploitation statistique et à ce moment-là renforcer plus que la ligne éditoriale et donner au lectorat l'information uniquement qu'il a envie et on va s'enfermer dedans, ou est-ce qu'on va utiliser la donnée pour enrichir le contenu, le rendre plus attractif et interactif. Mais ça, c'est les groupes de médias qui vont nous apporter les réponses, je pense. Oui, je pense que chacun aura ses propres réponses, mais c'est là où justement l'humain sera important. Denis évoquait des nouvelles formes de journalisme, justement, dans l'écriture d'algorithmes, etc. C'est là où il faudra, à l'initiative des projets, des personnes avec une vision, employer un gros mot, mais humaniste, derrière, pour, je pense, disant, je ne vais pas seulement me conforter sur les datas de consultation que je reçois pour changer ça en data hameçon pour capter de l'attention, mais avoir une vision vraiment de vouloir apporter quelque chose. Oui, on va faire le pari du positive way, et croire à cette vision des choses. Je vous remercie pour votre écoute, votre participation. Je remercie donc Erwan Alix, Denis Vanier, Guénolé Seller, Olivier Simelière.
À très bientôt et je crois qu'on laisse la place dans les temps. Merci.